Aujourd'hui, dans ce podcast Vivre avec le TDAH de la Fondation Pôle Autisme, on aborde un sujet crucial. Une étape qui peut sembler un peu technique, un peu intimidante pour beaucoup de familles. Oui, on va parler du réglage fin des médicaments, de ce qu'on appelle la titration. Exactement. C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Mon enfant a commencé un traitement, mais comment savoir si c'est la bonne dose? Est-ce que c'est trop? Ou au contraire, pas assez? C'est une inquiétude tout à fait légitime et en fait, c'est le cœur du succès du traitement. Avoir la prescription, c'est une chose, mais s'assurer qu'elle est optimisée, c'est ça la clé. L'objectif aujourd'hui, c'est donc de démystifier un peu tout ça, de donner des repères clairs pour naviguer cette phase. On va décortiquer ensemble ce processus de titration. Tout à fait. Et pour ça, on va s'appuyer sur du solide. D'abord, les recommandations de l'Académie américaine de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, une référence publiée en 2002 par Greenhill. Et puis, on regardera aussi des données plus récentes, notamment une méta-analyse de 2023 sur la question des dosages. Parfait. Alors, la première question qui me vient, et je pense qu'elle est sur toutes les lèvres, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement calculer la bonne dose? On a l'habitude, pour beaucoup de médicaments, de faire un calcul basé sur le poids. Pourquoi c'est différent ici? Alors ça, c'est une excellente question, et c'est la première idée reçue qu'il faut absolument déconstruire. La réponse aux stimulants, qui sont les médicaments les plus courants pour le TDAH, est extraordinairement individuelle. Individuel, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les études sont formelles, il n'y a quasiment aucune corrélation entre la dose efficace et le poids, la taille ou même l'âge de l'enfant. Attendez, ça c'est énorme comme information. On a tous ce réflexe de penser petit enfant, petite dose, grand ado, grosse dose. Et vous nous dites que ça ne marche pas comme ça? Pas du tout. C'est même totalement contre-intuitif. Vous pouvez avoir un enfant de 8 ans, tout menu, qui va avoir besoin d'une dose plus importante qu'un adolescent de 15 ans bien plus costaud pour avoir le même bénéfice. Ah oui, d'accord. Le métabolisme de chacun, la sensibilité des récepteurs dans le cerveau, tout ça, c'est unique. C'est pour ça qu'on ne peut pas deviner la dose. On est obligé de la découvrir. C'est donc un processus de découverte. Et quel est l'objectif final alors? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? L'objectif, il est très bien résumé par l'Académie américaine de pédiatrie. Le but, c'est d'atteindre un bénéfice maximal avec des effets secondaires tolérables. Un équilibre en somme. C'est exactement ça. Ce n'est pas une quête pour effacer tous les symptômes à tout prix. C'est la recherche du meilleur compromis possible, où l'enfant fonctionne mieux, se sent mieux et tolère parfaitement le traitement. C'est ça, la cible. D'accord, c'est du sur-mesure. Mais avant de commencer à tailler le costume, il faut bien prendre des mesures. J'imagine que c'est pareil ici. Il y a des prérequis avant de commencer. Absolument. On ne part jamais à l'aveugle. Le prérequis numéro 1, évidemment, c'est un diagnostic de TDAH qui a été posé de manière rigoureuse. Ça, c'est la base. Et ensuite, juste avant la première prise, Juste avant, on doit établir ce qu'on appelle une ligne de base. une ligne de base. C'est-à-dire? C'est une sorte de photographie de l'enfant avant le traitement. Très concrètement, ça passe par un examen physique. Le médecin va mesurer et noter la tension artérielle, le pouls, la taille et le poids. Ce sont des mesures importantes à ce moment-là. Elles sont cruciales. D'abord pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr, et surtout, ces chiffres vont nous servir de point de comparaison pour toute la suite. Si dans 3 mois on se pose la question de l'appétit, on ne pourra l'évaluer objectivement que si on a le poids de départ. C'est notre référence. C'est logique. Une fois qu'on a cette photo de départ, comment on se lance? Quelle est la philosophie? La philosophie, elle tient en une phrase très simple, que les anglo-saxons résument par « start low, go slow ». Commencer bas et y aller doucement. C'est ça, on commence avec une toute petite dose et on augmente très progressivement. C'est un principe de prudence. On ne veut jamais donner plus que ce qui est nécessaire. Et commencer bas, concrètement, ça veut dire quoi? Pour la molécule la plus connue, le méthylphénidate, c'est la Ritaline, le Concerta, etc., on va typiquement commencer avec 5 mg, 1 ou 2 fois par jour. C'est vraiment une dose test. D'accord. Et le go slow, le rythme, j'imagine que la tentation, c'est d'aller vite, si on ne voit pas d'effet. C'est une impatience très compréhensible, mais il faut y résister. Le rythme classique, c'est d'augmenter par palier, généralement chaque semaine. On teste une dose, on observe quelques jours et on fait le point avec le médecin avant de passer au palier suivant. Il y a des contacts fréquents avec le médecin à ce moment-là? Oui, très fréquent. Cette phase de réglage dure en général 2 à 4 semaines avec des contacts hebdomadaires et les recommandations précisent bien que ça peut se faire par téléphone, ce qui est très pratique pour les familles. Et comment on procède?
On augmente jusqu'à ce que ça aille mieux, et puis on s'arrête là. C'est la méthode la plus courante, oui. C'est ce qu'on appelle la titration par palier ou stepwise. On essaie 5 mg. Pas suffisant, on passe à 10. On réévalue, puis 15. Et on s'arrête soit quand on a le bénéfice attendu, soit quand des effets secondaires gênants apparaissent. Il y a d'autres méthodes? Il y a une autre approche, un peu plus systématique, disons. Elle vient d'une très grande étude de référence, l'étude MTA. L'idée, ce n'est pas de s'arrêter dès que ça va mieux, mais de tester plusieurs doses de manière contrôlée pour être sûr de trouver la dose optimale. Ah, intéressant. Comment ça marche? C'est ce qu'on appelle la titration forcée. Le mot est un peu fort, disons plutôt systématique. On va planifier de tester par exemple 5, 10 et 15 mg. Chaque dose pendant une semaine complète. Même si la dose de 10 mg semble déjà bien. Oui, exactement. On va quand même tester 15 mg. C'est un peu comme chez l'opticien. La première correction est bien, on voit mieux, mais peut-être que la troisième est parfaite. Si on ne l'essaye pas, on ne peut pas le savoir. Je vois. L'avantage, c'est qu'à la fin, on peut comparer objectivement les résultats de chaque dose. Voilà. Ça permet d'objectiver le choix et de ne pas se contenter d'un assez bien. Mais ça nous amène à la question clé, comment on évalue? Le médecin n'est pas là au quotidien, il se base sur quoi? Sur le ressenti des parents? C'est le point central de tout le processus. L'évaluation, c'est un travail d'équipe. Le retour des parents est essentiel, bien sûr, mais pour ne pas se fier qu'aux impressions, on utilise des outils objectifs, les échelles d'évaluation standardisées. Ah, les fameux questionnaires, comme l'échelle de Conners. Précisément. Ce sont des listes de comportements très concrets, a du mal à attendre son tour, perd ses affaires, etc. La meilleure méthode, c'est de faire remplir ces échelles par les parents et par les enseignants avant le traitement. Pour avoir la ligne de base. C'est ça. Et ensuite, à la fin de chaque semaine, à chaque nouvelle dose, on leur demande de remplir à nouveau le questionnaire. Ce qui permet de comparer des chiffres et pas juste des impressions. Exactement. Ça transforme une impression en données. Si un enseignant cotait très souvent pour un item et qu'à 15 mg il cote parfois, c'est une information tangible, mesurable. Ça permet vraiment de voir l'effet de chaque palier. Et si l'école et la maison ne voient pas la même chose? C'est une très bonne question. C'est normal et c'est même une information utile. Le médicament n'agit pas forcément de la même manière toute la journée. Un enfant peut être très bien en classe et plus irritable le soir quand l'effet se dissipe. Le rôle du médecin, c'est de rassembler toutes ces pièces du puzzle. D'accord. On a parlé des bénéfices. Mais il faut aussi surveiller l'autre côté de la balance, les effets secondaires. Comment on fait ça sans devenir paranoïaque? De la même manière, systématiquement et objectivement. À chaque contact, le médecin va poser une liste de questions très ciblées. Comment elle sommeille? L'appétit à midi? Est-ce qu'il y a des maux de tête, des maux de ventre? Une irritabilité inhabituelle? Et c'est là que le suivi du poids dont on parlait au début prend tout son sens. Tout à fait. Peser l'enfant à chaque visite, c'est un réflexe simple et très fiable. Mais il faut vraiment rassurer les familles. La grande majorité des effets secondaires sont légers, ils ne durent que quelques jours, et souvent, il suffit d'ajuster la dose ou l'heure de la prise pour qu'ils disparaissent. On ajuste, on progresse. Mais jusqu'où? Est-ce qu'il y a une limite à ne pas dépasser? Oui, bien sûr, il y a des doses maximales recommandées. Pour le méthylphénidate, on tourne autour de 60 mg par jour pour un enfant. Ce sont des garde-fous. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut essayer d'atteindre cette limite? Que plus c'est mieux? Ah non, surtout pas. C'est un point absolument crucial. Plus n'est pas forcément mieux. Si un enfant n'a pas de bénéfice clair avec des doses déjà élevées, la stratégie n'est pas de pousser encore et encore, mais plutôt de se dire qu'il n'est peut-être pas répondeur à cette molécule et qu'il faut en essayer une autre. D'ailleurs, il y a cette fameuse méta-analyse de 2023, publiée dans JAMA Psychiatry par Farhat. Elle a montré chez les adultes que d'augmenter les doses au-delà des limites standards n'apporte qu'un gain minime sur les symptômes. Un bénéfice marginal donc. Et pour quel risque? C'est là que la balance s'inverse. La même étude montre que ça augmente de manière très significative le risque d'effets secondaires et donc la probabilité que la personne arrête son traitement parce qu'elle ne le supporte plus. Le message est donc très clair. Très clair. La quête, ce n'est pas la dose la plus haute, c'est la recherche du juste équilibre. Il faut trouver le sweet spot, le point optimal, où le bénéfice est maximal pour une tolérance parfaite. Bon, imaginons qu'on l'a trouvé, ce point d'équilibre. La dose est identifiée, l'enfant va mieux, tout est stable. C'est fini, hein? On n'en parle plus. C'est la fin de la première phase, la plus intense. La titration est terminée. On entre alors dans la phase de maintenance. Et qu'est-ce qui change en phase de maintenance? Le suivi s'allège,
Les rendez-vous s'espacent. On se voit une fois par mois au début, puis tous les 3 ou 4 mois, parfois même tous les 6 mois. Le suivi reste régulier, mais la pression du réglage a disparu. C'est à ce moment-là qu'on entend parler de vacances thérapeutiques. De quoi s'agit-il? Si d'ensemble d'arrêter le médicament pendant une période, typiquement les vacances d'été. Et pourquoi faire ça? Pour plusieurs raisons. Parfois, c'est pour lever une inquiétude sur la croissance ou l'appétit. D'autres fois, c'est pour réévaluer le besoin. L'enfant grandit, il mûrit, une pause permet de voir comment il fonctionne sans le traitement et de confirmer qu'il en a toujours besoin pour la rentrée. Le conseil pour les familles qui y pensent? Le conseil numéro 1, on n'arrête jamais seul. Une pause, ça se discute, ça se planifie avec le médecin à un moment où il n'y a pas d'enjeu scolaire majeur. Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pôle Autisme. Si on devait synthétiser, je dirais que le premier message clé, c'est que la titration est une démarche profondément personnalisée. Il n'y a pas de recette. Le deuxième, c'est que c'est une collaboration. Le succès repose vraiment sur ce trio, médecin, famille et école. Absolument. Et pour que cette collaboration fonctionne, il faut des outils objectifs, comme les échelles d'évaluation. Ça aide à prendre des décisions basées sur des faits, et pas que sur des impressions. Et enfin, peut-être le plus important, le but n'est pas de tout effacer. Non. L'objectif, c'est de trouver le meilleur équilibre possible pour l'enfant. Un équilibre entre son fonctionnement, sa capacité à apprendre, à se faire des amis, et une parfaite tolérance. La victoire, elle est là. Une dernière pensée, peut-être, pour conclure. On a beaucoup parlé de techniques, de doses, de symptômes. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. C'est un point fondamental. Une titration réussie, ce n'est pas seulement celle qui a fait baisser un score sur une échelle. C'est celle qui rend l'enfant plus disponible pour tout le reste. Plus disponible pour apprendre, pour les thérapies, pour les amitiés. La vraie question à la fin, ce n'est pas seulement est-ce que les symptômes ont diminué, mais est-ce que ce traitement a ouvert de nouvelles portes pour le développement et l'épanouissement de mon enfant? C'est peut-être ça la vraie mesure du succès. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH, produit par le Dr Stéphane Eliez pour la Fondation Pôle Autisme. Prenez soin de vous. À bientôt.